pas content non plus. C'était désorganisé. Finalement, maintenant, les relais passent bien derrière lui. Il a 1 minute 10 d'avance. Je ne suis pas persuadé que ça soit extrêmement bien joué parce que je ne sais pas s'il a bien regardé le profil, mais après le col de la Croix de Fer, il y a quand même une descente, mais il y a surtout de la vallée. Pas longtemps, mais il y a quand même un peu de vallée pour arriver au pied de l'Alpe d'Huez. Et ça sera à son désavantage. Mais bon, je crois que c'est un outsider du Tour de France. Il a confiance en ses moyens. Et puis, il faut aussi dire qu'on dit toujours que les leaders, les protagonistes du général sont un peu des épiciers. Et ben là, au moins, il tente le coup de loin, un peu à la Andy Schleck en 2011, quand il était allé gagner au sommet du Galibier. Et ben si jamais il va jusqu'au bout et qu'il prend le maillot jaune en gagnant l'étape, on criera au génie plutôt que de dire qu'il se lance dans une aventure un peu perdue d'avance. Bien sûr, et on ne peut qu'encourager et féliciter Steven Kruijswijk qui met du piment à la course, qui anime ce Tour de France aujourd'hui avec une échappée héroïque sur les routes du col de la Croix de Fer. 5 minutes 50, l'avance qui grandit encore par rapport au peloton maillot jaune. Alors Kruijswijk, il a 31 ans. C'est un coureur de grand tour, c'est là qu'il excelle. C'est sa 14e participation en grand tour. Et c'est la 4e fois qu'il s'élance au départ du Tour de France. Son meilleur résultat dans un grand tour, on le rappelle, c'est sa 4e place sur le Giro en 2016, alors qu'il était encore en rose, c'est-à-dire leader du classement général, à 4 jours de l'arrivée à Milan. Là, je m'interroge vraiment sur la pertinence de laisser Pierre Latour entre deux comme ça, faire une débauche d'énergie. On a remarqué, on le sait maintenant, Romain Bardet a perdu 3 coéquipiers, donc il n'y a plus que 4 coureurs pour l'épauler, 5 coureurs. Pierre Latour qui est en train là, de griller des cartouches précieuses est le seul capable de l'accompagner longtemps dans la course lorsque ça grimpe, mais qui n'est pas en train de lâcher toutes ses forces. Il est au même niveau qu'un Kruijswijk à l'avant, il dépense beaucoup d'énergie ici et il se pourrait bien que dans la dernière montée, Bardet se retrouve seul. Si c'est le cas, ce sera peut-être dommage s'il a un problème, Bardet, de ne pas avoir le soutien d'un coéquipier de ce talent-là. À moins que ça ne prévoie une attaque de Bardet. Quel cas il espère en tout cas prendre encore un peu de chance sur ce peloton. Il va falloir qu'il se dépêche. C'est la seule pertinence, oui. Allez, on fait le point sur la course. Steven Kruijswijk à l'avant, les poursuivants, Daniel Martinez, Pierre Rolland, Warren Barguil, Gorka Izagirre, Mikel Nieve, André Amador, Alejandro Valverde, Rafał Majka, Ilnur Zakarin, Robert Gesink. Les poursuivants donc à 1 minute et 51 secondes de peloton maillot jaune. Vous le voyez, à bientôt 6 minutes de Steven Kruijswijk. Sur le grand développement, ici un 53 avec la chaîne au milieu de la roue libre, ça va être un 53, peut-être 17, 19. Vous voulez une mauvaise nouvelle? Ah, c'est triste, on ne verra pas les aiguilles d'Arve. Enfin, on les devine, Franck. On devine en tout cas l'aiguille méridionale là, que nous avons au premier plan, qui culmine à 3514 mètres. Mais derrière, vous êtes censé trouver une aiguille centrale et une aiguille septentrionale qui, elle, a la forme d'un chat, ce qui fait qu'on la surnomme la tête de chat. Et on les voit très peu puisque tout ça est évidemment un peu perdu, comme vous le voyez dans les nuées en ce moment-là. On ne voit pas grand-chose en fait. Enfin, on les devine quand même. L'aiguille méridionale, on la voit bien. Et les deux autres, on va les deviner aussi. Les aiguilles d'Arve, oui, sommet emblématique de la Maurienne. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Vidal, l'ancien champion de ski, de slalom, le champion olympique, les avait peintes sur son casque de compétition. Voilà, pour marquer son attachement à sa vallée et à ses montagnes. Oui, elles font comme une crête de coq. Exactement. Et d'ailleurs, on le voit très bien également depuis l'Alpe d'Huez, depuis le pic blanc, le sommet des pistes à l'Alpe d'Huez. On aperçoit l'aiguille centrale, 3513 mètres, c'est-à-dire à 1 mètre près, la même altitude que sa voisine. L'autre là-bas est véritablement estompé dans les nuées. Ça roule à Saint-Jean-d'Arve. Alors nous sommes sur le domaine des Cybèles, sur l'un des 11 villages ou stations qui composent ce domaine des Cybèles. Saint-Sorlin-d'Arve, Saint-Jean-d'Arve, le Corbier, la Toussuire, les Bottières, Saint-Colomban, les Lilards, etc. Magnifique domaine, plus de 200 km de piste. Vous voyez bien les 2 premières des 3 aiguilles d'Arve là quand même. Il a fallu simplement aller contourner les nuages. C'est un jeu d'enfant pour les équipes de Jean-Maurice Sobs, ça, vous savez. Allez, la course, elle, en tout cas, est palpitante avec un homme à l'avance. C'est Steven Kruijswijk, voilà, qui traverse à l'instant Saint-Sorlin-d'Arve et qui se dirige vers le sommet donc, du col de la Croix de Fer. Il possède 2 minutes 10 d'avance sur le groupe des poursuivants, avec notamment Valverde, avec Majka, Zakarin. Et puis le peloton, lui, est à 5 minutes
et 56 secondes. On marque une pause et on revient tout de suite sur la route du Tour de France. Et retour sur la 12e étape du Tour de France entre Bourg-Saint-Maurice et l'Alpe d'Huez, à quelques kilomètres, 5 km 300 précisément, du sommet du col de la Croix de Fer. Deuxième col hors catégorie de la journée, un homme seul en tête, Steven Kruijswijk. Et à l'arrière, c'est l'hécatombe pour les sprinteurs, Thierry Adam, avec un nouvel abandon annoncé. Ah bah vous l'avez plus que moi alors. Alors, eh bien voilà, on l'a exactement à l'image. Fernando Gaviria vient d'être annoncé comme ayant quitté la course après André Greipel, après Dylan Groenewegen. Voilà le troisième sprinter aujourd'hui, à passer à la trappe. Ah bah, il va être beau à commenter le sprint aux Champs-Élysées. On va y voir plus clair, c'est clair. Et ce sera forcément un petit peu mieux pour ceux qui restent en course. Arnaud Démare voit pas mal de ses rivaux disparaître de la circulation. Comment il se débrouille à l'avant, notre ami Kruijswijk? Thomas, vous le trouvez comment? Ça a l'air de buter un petit peu là. Ouais, ça a l'air seulement, ça a l'air parce que c'est la pente. Hein. Vous savez aussi bien que moi comment c'est la fin de la Croix de Fer. Comme Marion Rousse le disait, comme vous l'évoquez Laurent, c'est très irrégulier comme pente. En revanche, à partir de la sortie dans les 5 derniers kilomètres, donc là où est Steven Kruijswijk, c'est vraiment tout le temps difficile. Donc on a l'impression qu'il pioche, mais je suis resté derrière lui durant plusieurs kilomètres. Il a vraiment un rythme super régulier, c'est un effort très linéaire. On n'a pas l'impression qu'il se met dans le rouge. Alors bien sûr, il piochera peut-être plus tard dans l'étape, mais vraiment il me fait une grosse impression. J'ai le sentiment qu'il sait vraiment où il va. Là, on s'est arrêté pour se remettre derrière le groupe de contre-attaquants. Il a déjà creusé 2 minutes 35 sur le groupe de contre-attaquants. Quand on sait que dans ce groupe de contre-attaquants, il y a des coureurs comme Warren Barguil, Valverde ou autres, ça vous classe quand même une performance. Bien parti pour gagner l'étape d'après vous? Ah, c'est la vallée qui précède l'Alpe d'Huez qui m'inquiète un petit peu pour lui, mais il faut savoir qu'il a en magasin quand même dans son équipe encore Primoz Roglic qui a été en mesure de suivre tout meilleur hier dans le final de l'étape. Mais oui, pourquoi pas, parce que même si les Sky vont sans doute mettre un coup de vis et même s'ils vont accélérer à l'approche de l'Alpe d'Huez, s'il arrive à avoir un capital de 5 minutes au pied de l'Alpe d'Huez, sur le peloton j'entends, ça peut suffire parce que c'est quand même un garçon très solide, Kruijswijk. Mais bon, c'est le charme du vélo, hein, Laurent. Même avec un peu d'expérience, on ne peut pas savoir si ça va le faire ou non. Ouais, il peut exploser d'un moment à l'autre, mais c'est vrai que pour l'instant, tout semble bien se passer pour lui. Il ne cesse d'accroître son avance. 2 minutes 51 sur les poursuivants, 6 minutes 20 sur le peloton. Attention, changement en tête du peloton avec l'apparition de Oliver Nassen. On prépare un coup peut-être du côté d'AG2R La Mondiale. Ouais, on a vu Pierre Latour qui perdait du temps sur les poursuivants, mais qui continuait quand même à rouler un bon tempo. Honnêtement, on prévoit, à mon avis, une attaque de Romain Bardet d'ici peu. Et regardez le groupe de poursuivants qui explose avec ici Andrei Amador, le coureur costaricain, avec Ilnur Zakarin qui a du mal à suivre le rythme, et Robert Gesink qui s'accroche à l'avant. C'est toujours Ilnur Zakarin, c'est toujours Steven Kruijswijk, bien sûr, qui caracole en tête. 6 minutes 12 d'avance sur le peloton, alors que Bauke Mollema est en perdition à l'arrière de ce peloton, Thierry Adam. Accélération du peloton, hein, ça, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Hein. Romain Bardet, on peut dire ce qu'on veut. S'il vise au moins le podium, ça va lui poser un problème, Steven Kruijswijk. Donc le peloton vient d'accélérer, là, ici dans la traversée de Saint-Sornin-d'Arves, avec Nicolas Hédé qui vient de sauter. Et donc Bauke Mollema qui est en légère difficulté. Il n'est pas bien depuis 2 jours, le leader de l'équipe Trek. Et là, là, il est lâché. Le peloton il y avait 38 éléments. Hein. J'avais fait le calcul, 38 coureurs encore. Maxime Bouet aussi distancé, Mollema vraiment lâché par le peloton. 38, et là le peloton est en train d'imploser dans cette traversée de Saint-Sorlin. Avec Oliver Nassen qui fait le forcing. Alors que derrière Steven Kruijswijk, on retrouve 2 hommes. Hein. C'est Warren Barguil et Rafał Majka qui sont en poursuite. La formation AG2R qui fait un gros tempo avec Nassen. En deuxième position, Mathias Franck. Et on voit tout de suite la Movistar bien vigilant avec Marc Soler, avec Landa également. Très solide, hein, Oliver Nassen, le spécialiste des classiques flandriennes, qui imprime le tempo alors qu'il ne reste plus grand monde dans le peloton maillot jaune. Romain Bardet, il est là, dans la roue des Movistar, il attend son heure. Quelle est la stratégie là pour le coup de la AG2R La Mondiale? Est-ce qu'on craint un rapproché au classement général et que de la part de Kruijswijk qu'il devienne vraiment un problème dans la quête de podium pour Romain Bardet? Ou est-ce que, peut-être les deux d'ailleurs, hein, ou est-ce qu'on prépare une offensive à proximité du sommet
Et Bardet retomberait alors sur Pierre Latour et pourrait profiter des qualités de rouleur de ce garçon pour aborder le pied de l'Alpe d'Huez avec une petite avance sur le reste du groupe maillot jaune. Ça peut être, les deux hypothèses peuvent tenir la route d'ailleurs. Ça nous est difficile de savoir qu'est-ce qu'ils ont sous le petit casque. Quelle est la stratégie adoptée maintenant par l'équipe AG2R la mondiale. Mais il est évident que si on laisse Pierre Latour entre deux comme ça, insister, c'est peut-être qu'on prépare une attaque de Romain Bardet. Et comme l'a dit Thomas Weckler, c'est vrai qu'il y aura de nombreux kilomètres de vallée pour aller rejoindre l'Alpe d'Huez. Et donc Romain Bardet, s'il partait tout seul, eh bien, il laisserait forcément beaucoup de force par rapport à une formation comme l'équipe Sky qui, eux, sont pour l'instant toujours nombreux à l'avant du peloton. Regardez le classement général virtuel. Steven Kruijswijk, l'homme de tête, qui devance Geraint Thomas de 3 minutes et 31 secondes. Le point sur la course, Kruijswijk avec 2 minutes 32 d'avance sur le duo Warren Barguil, Rafał Majka. Pierre Latour qui est à 1 minute devant le peloton. Le peloton maillot jaune, le peloton Christopher Froome, Romain Bardet et bien sûr Geraint Thomas. Alors que Gorka Izagirre, membre de l'échappée matinale, est repris par le peloton emmené par Mathias Frank désormais. Oliver Nassen vient de s'écarter, il a fait ce qu'il a pu. Il ne peut pas davantage. Mathias Frank, qui est meilleur grimpeur qu'Oliver Nassen, insiste. Et Franco Pellizotti qui cède, une équipe un petit peu en perdition, Thierry, c'est l'équipe BMC. Ah, complètement en perdition. Stéphane Kuhn, qui vient d'être le Suisse qu'on annonce dans l'équipe Groupama FDJ l'année prochaine, vient d'être distancé depuis un petit moment. Et c'est surtout TJ Van Garderen. Alors bon, c'est pas complètement une surprise pour nous, on l'a plutôt souvent vu à l'arrière, mais quand même, c'est le leader de rechange depuis l'abandon de Richie Porte. Enfin, un des deux avec Damiano Caruso, et TJ Van Garderen attendu par Greg Van Avermaet et Michael Schär, mais distancé. Bauke Mollema n'est pas revenu, le peloton qui diminue, et malheureusement j'ai peur que ça soit plus pour réduire l'écart avec Kruijswijk que pour une attaque de Romain Bardet. Romain Bardet va peut-être se débrouiller tout seul sur ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure avec Vincent Lavenu dans l'ascension et dans la bagarre qui pourrait se passer dans l'Alpe d'Huez. Et on a vu dans le groupe des favoris Yates traîner bien à l'arrière. Oui, déjà retardé hier, Adam Yates, 4e du Tour de France il y a 2 ans et meilleur jeune, et qui n'affiche pas la même santé cette année, avec Mikel Nieve qui revient sur le duo de contre. Toujours à contre-temps, Marion. Il a fait ça toute la montée, c'est incroyable, Mikel Nieve. Ouais, Nieve, c'est un garçon qui a pas l'explosivité de certains coureurs, mais qui a une grosse endurance, ça s'en a rendu compte hier. Une grosse capacité à résister longtemps aussi. Et voilà qui revient, donc ça va faire 3 coureurs en contre-attaque derrière Steven Kruijswijk, avec Rafał Majka et Warren Barguil. On peut rajouter donc Mikel Nieve. Allez, Landa, ça parle à l'oreillette. Landa, il est facile, il fait une belle impression. C'est très difficile de savoir à quel niveau se situe ce coureur. On a toujours l'impression qu'il est à l'aise et parfois on le voit caler. Pierre Latour qui a moins d'1 minute d'avance sur le groupe maillot jaune. Ah non, il veut servir de point d'appui. Ah oui, c'est sûr, parce que le groupe maillot jaune est emmené par les AG2R la mondiale, enfin par Mathias Frank et par les coureurs de la Movistar. Ce que l'on peut craindre, si toutefois il ne parvient pas à basculer au sommet tout seul, Pierre Latour, c'est qu'il se grille. Il y a la petite grille des cartouches entre deux, et si loin de l'arrivée, il y a ce maillot blanc sur les épaules, un classement qu'il peut remporter. Il reste sous la menace d'un coureur comme Egan Bernal, il reste sous la menace de Guillaume Martin, même si Guillaume Martin semble moins fringant sur ce Tour de France. Il fait beaucoup d'efforts, on le voit d'ailleurs là, juste en bas de l'écran. Pierre Latour avec le peloton qui est déjà pas loin derrière. Il risque d'être repris avant même que Romain Bardet, s'il en a l'intention, puisse attaquer. Dans tous les cas, ça peut obliger. Si la stratégie, c'est de lancer une attaque de Bardet pour que Pierre Latour lui serve de soutien, il va falloir qu'il se dépêche de le faire. Et on a vu Landa parler tout à l'heure à l'oreillette, et surtout Marc Soler prendre un gros relais. On a l'impression que ça accélère dans ce groupe des favoris. Le groupe des favoris avec Guillaume Martin qui s'accroche, qui fait l'élastique. Devant lui Adam Yates. Et puis Antoine Tolhoek également, le jeune coureur néerlandais de la formation Lotto ML. Ouais, Castrovieron en difficulté derrière. Ouais, on perd du monde au sein de la formation Sky. Ouais, il n'est pas encore distancé, mais il est en train de caler un tout petit peu. Enfin, on est à 2 km 500 du sommet, il n'y aura pas de quoi creuser des écarts importants. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette descente est longue. Ils vont retomber sur la partie finale du col du Glandon. De l'autre côté, il va falloir descendre jusqu'à Allemont. Et ensuite, il y aura 11 km 500 de vallée
Un faux plat montant jusqu'au pied de l'Alpe, jusqu'à Bourdoisan. Donc ça va être compliqué à gérer, aussi bien pour Kruijswijk à l'avant que pour tous ceux qui sortiraient du peloton derrière. Un peu plus de 2 km encore avant le sommet de la Croix de Fer pour le héros du jour, Steven Kruijswijk, alors que Thomas Voeckler, lui, est avec Alejandro Valverde et Pierre Rolland et qui pointe à 3 minutes de l'homme de tête, Thomas. Oui, 3 minutes, hein, ce groupe à 3 minutes. Donc je pense qu'en tête de course, Steven Kruijswijk. Ensuite, 3 coureurs, vous l'avez dit. Ensuite, 4 coureurs, dont Pierre Rolland, Robert Gesink, Ilnur Zakarin et Alejandro Valverde. Tous les autres ont lâché prise. C'est vraiment un combat, j'ai envie de dire, ouais, c'est presque un combat d'homme à homme. Ils sont à bout. Il n'y a plus d'histoire de stratégie. Ils appuient sur les pédales. Ils sont vraiment, le départ d'étape a été très rapide. Là, les 4 coureurs se relaient, mais ils en gardent pas sous la pédale. Ils sont à fond. Et Steven Kruijswijk a pourtant une avance de 3 minutes. Il fait vraiment un numéro, le coureur néerlandais de l'équipe Lotto NL Jumbo. Il va arriver dans la montagne des Hollandais, à l'Alpe d'Huez, je pense encore devant. Est-ce qu'il pourra s'imposer? Je ne sais pas, mais en tout cas il réalise un numéro énorme, rarement vu sur les routes du Tour de France par un des outsiders du général. Allez, avec Steven Kruijswijk à 2 km du sommet qui passe devant le tifo de nos amis de France Montagne, alors que là Mathias Franck s'écarte. On a vu un gros relais de Marc Soler. Il n'y a plus personne avec Romain Bardet. Hein. Il y a Pierre Latour qui est devant, mais qui est en train de faire un gros effort depuis de nombreux kilomètres déjà. Et il est tout seul, Romain Bardet. Ouais, confirmation avec Thierry. Oui, là, on a vu tout à l'heure Oliver Nassen qui a fait un gros effort et qui a été distancé. C'est au tour de Mathias Franck, hein, qui a toujours le coup de gauche bandé. Hein. Il est tombé l'autre jour dans l'étape sur Amiens. Et Antoine Teloup vient d'être distancé. Guillaume Martin vient d'être distancé. Moi, je reste persuadé que pour l'instant, on est dans la défense et que Steven Kruijswijk, même si on nous dit il va s'épuiser, il était en train de faire un tel numéro que ça doit commencer quand même à inquiéter les directeurs sportifs de la Movistar. Bon, Romain Bardet ne peut pas faire grand-chose tout seul, mais il va retomber comme d'habitude sur Pierre Latour. J'espère qu'il n'a pas laissé trop de cartouches. Voilà, donc 2 coureurs de la Movistar devant. Pour Romain Bardet en 3e position, très bien placé aujourd'hui. Le maillot jaune, enfin en tout cas les Sky avec le maillot jaune, Christophe Froome dans sa roue. Il reste une vingtaine de coureurs dans ce groupe maillot jaune, pas plus. Oui, mais plus d'Adam Yates qui vient de se faire distancer. Ouais. Adam Yates, les jours se suivent et se ressemblent. Il n'était pas bien hier, ça va pas mieux aujourd'hui. Ouais, il avait perdu pratiquement 5 minutes hier déjà dans la montée. Il avertit un peu tous ses coéquipiers. Comptez plus sur moi, je suis plus là. Donc pour l'équipe Mitchelton Scott, c'est évidemment Michael Nieve, hein, le leader de rechange, celui qui caracole en tête depuis hier déjà, qui a manqué de remporter cette étape, qui a vu le retour de Geraint Thomas dans les 100 derniers mètres. Et voilà donc en poursuite derrière Kruijswijk, accompagné de Barguil, accompagné de Maïka. Ces coureurs qui accusent un retard de 2 minutes et 51 secondes sur Steven Kruijswijk. 2 minutes 51. On retrouve Kruijswijk à un peu plus d'1 kilomètre du sommet du col de la Croix de Fer. Il est incroyable parce que regardez, il parvient à garder 6 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune et pourtant Marc Soler imprime un gros tempo à l'avant de ce groupe. Voilà, 4e participation donc pour Steven Kruijswijk au Tour de France. Là il s'emploie. Là on voit bien au niveau des épaules qu'il met beaucoup d'énergie dans le coup de pédale. Kruijswijk, il est déjà à 55 km de l'arrivée, il est quand même déjà dans un effort qui est maximal. Est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'au bout comme ça? C'est la grande interrogation. Oui, et vous parlez des épaules de Kruijswijk, Laurent, c'est son baromètre, hein, parce qu'il a toujours une ligne d'épaule hyper stable, on dirait un cintre. Là, quand ça commence à dodeliner, c'est que peut-être qu'il commence à puiser dans ses réserves. Oui, mais là, c'est inévitable, on le comprend. À ce stade de la course, oui. S'il était en train de se balader, ce serait anormal. Dernier kilomètre pour Kruijswijk avec toujours 6 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune. Un garçon qui a déjà terminé 4 fois parmi les 10 premiers d'un grand tour de 3 semaines, Kruijswijk. Daniel Kangert distancé du peloton maillot jaune. Pierre Latour qui va être repris par le groupe maillot jaune emmené par Marc Soler. Serge Powell, ça a été repris. Il était en échappé tout à l'heure aussi. Alors le groupe Valverde est à 3 minutes et 10 secondes de l'homme de tête. Nous on va retrouver Thomas Voeckler qui est avec Barguil, Nieve et Maïka. Thomas.
Oui, voilà, les trois hommes qui s'entendent parfaitement. Hein, et ils savent très bien que le danger vient de Kreuzweig pour la victoire d'étape. Je reviens sur le relais de Marc Soler à l'avant du peloton. On attend une attaque de Bardet avec Pierre Latour en relais. Si j'ai bien compris, ça tombe à l'eau parce que Pierre Latour s'est fait rattraper. En revanche, là, 2 échelons, il y a Valverde et un peu plus loin, juste devant le peloton, il y a André Amador. Je ne serais pas surpris que ça soit finalement Quintana qui passe à l'attaque et que se servent de Amador et de Valverde comme relais dans la descente. Affaire à suivre, mais moi je le sens comme ça, le truc. Maïka qui appelle sa voiture, hein, c'est toujours un coureur d'expérience très serein. Maintenant, je pense que les 3 coureurs, ils ont fort à faire pour revenir sur Steven Kreuzweig qui certes va y laisser des plumes, mais dans la descente c'est pas non plus le plus mauvais dans l'exercice, donc les positions vont rester un petit peu comme ça à mon avis. Bien vu Thomas, hein, avec la Movistar, c'est vrai qu'elle aurait intérêt à profiter de l'appui à l'avant de Valverde et de André Amador. Elle a les moyens avec Landa, avec Quintana, au minimum avec Landa et au mieux avec Quintana, à lancer les hostilités, pourquoi pas, avant le sommet. Il y a Jakob Fuglsang maintenant qui traîne un peu à la queue du groupe de tête. Et Bob Jungels est toujours là en revanche, le champion du Luxembourg. La Movistar, du coup, ils ont mis un peu un coup dans l'eau pour la formation AG2R La Mondiale. Pierre Latour qui n'a pas su passer le sommet en tête. Ouais, mais je me demande vraiment si c'était l'intention d'attaquer finalement, parce que... Ah, je pense, hein, vu comment il se dépouillait quand même Pierre Latour. Il aurait fallu le faire avant, alors pour le coup, parce que là, ça ne servait à rien de le faire dépouiller. Et puis surtout, ça ne servait à rien non plus d'éliminer 2 garçons, Mathias Franck et Oliver Nassen, qui peuvent être un soutien. Si Bardet a un problème d'ici au sommet ou dans la descente, il est quand même un petit peu isolé. Je valide davantage peut-être l'hypothèse de Thierry. On est dans un rôle défensif. On craint déjà, et c'est dommage, hein, mais à la 3e étape de montagne, on craint déjà. On est peut-être déjà en train de camper sur les positions et de défendre la 4e, la 5e place. On craint le rapprocher de ce garçon, Kreuzweig, qui va passer au sommet. Et s'il parvient à maintenir cette cadence jusqu'à l'arrivée, il va poser problème à certains, à un Quintana, à un Landa peut-être. Et au Sky également, parce que là, il est leader virtuel du Tour avec plus de 3 minutes d'avance pour l'instant. Mais il reste du chemin, c'est vrai. Kreuzweig en tête au sommet donc du col de la Croix de Fer, le néerlandais héros du jour qui va maintenant plonger vers le barrage de Grand-Maison et vers Bourdoisan. Adam Yates, lui, est en perdition. Thierry à l'arrière du groupe maillot jaune. Oui, confirmation. Oui, il est à l'arrière. Il est loin. Hein, et là, comme ça, quand vous prenez une claque comme ça, quand vous d'un seul coup vous faites quasiment vous arrêtez ou presque, qu'il n'y a plus d'essence dans le moteur, bien en vélo ça pardonne pas. Pendant que les autres montent, vous êtes vite relégué loin derrière. Alors que là, Soler continue l'effort avec Quintana, Romain Bardet 3e position, Pierre Latour juste derrière. Après, c'est le train de l'équipe Sky que je viens d'apercevoir. Là, je suis derrière Guillaume Martin qui a été distancé mais qui s'accroche. Vincenzo Nibali qui lui doit avoir encore Pozzo Vivo comme coéquipier. Jakob Fuglsang, ils étaient 5 tout à l'heure. Je pense qu'ils ne sont plus que 3. C'est un groupe maillot jaune qui continue de diminuer. Voilà, c'est une quinzaine de coureurs à peine. On va retrouver à peu près les mêmes qu'hier. Vincenzo Nibali, je ne suis pas sûr que Pozzo Vivo soit encore là, peut-être si quand même. Je vais aller vérifier tout ça de plus près. Tiens. Merci beaucoup Thierry. Pozzo Vivo. Oui, Pozzo Vivo n'est plus là. Et regardez, Marc Soler qui est au sprint, qui est à bloc et pourtant qui roule moins vite que Kreuzweig avec un 6,06. Il ne reprennent rien aux Néerlandais. Il est jeune Soler, hein, mais quel dévouement de ce garçon hier et encore aujourd'hui. Il se livre. C'est beau à voir. C'est beau à voir et j'ai remarqué, et je pense que ça ne vous a pas échappé Thomas, il y a les drapeaux qui flottent au vent là, hein, ça doit souffler en haut. Et pour un homme seul, il faudra voir comment il est dans la vallée ce vent. Ah oui, exactement. J'ai essayé de faire un point météo avec mon téléphone, mais ça passait pas le réseau. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'habitants au sommet de la Croix de Fer, mais le vent, on sait que dans la vallée vers l'Alpe d'Huez, c'est de face ou de dos. Si c'est de dos, ça sera tout bénéfice pour Steven Kreuzweig. Allez, 52 km encore dans cette étape complètement folle sur la route de l'Alpe d'Huez avec Steven Kreuzweig dans la descente. La retenue d'eau, les travaux pour le barrage et la retenue ont commencé en 1978. Ils se sont terminés à la fin de l'année 1985 et la mise en service a eu lieu en 1988. C'est donc relativement récent, il y a 30 ans.